Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, qui est moi-même. Une présentation de Production Sommet. Je me permets une petite parenthèse parce que je pense pas que j'ai déjà pris la peine d'expliquer c'est quoi, mais Production Sommet, c'est une entreprise qui offre de la création de contenu pour permettre aux entreprises d'augmenter leur visibilité et leur crédibilité sur les réseaux sociaux. Fin de la parenthèse. Aujourd'hui, je parle avec Jonathan Dufault, qui est le président directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Le Conseil économique, les autres vont offrir du réseautage, des outils, des ressources pour les entrepreneurs et ils ont comme mission de favoriser la croissance économique dans la francophonie du Nouveau-Brunswick. On parle de plein d'affaires. Là. On a parlé de, justement, le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, les Brayons. Il faut savoir que lui, il est français. Justement, il vient de Marseille, mais il est arrivé à Miramichi il y a 4-5 ans. Fait qu'on a parlé de, justement, les chocs culturels qu'il a vécu, puis comment aussi le nord-ouest du Nouveau-Brunswick se démarque dans la province, dans le monde des affaires. On a parlé aussi beaucoup de subventions, parce que le conseil travaille beaucoup avec différents organismes, puis on parle qu'il y a beaucoup d'organismes disponibles et beaucoup de forfaits, beaucoup de programmes pour les entrepreneurs. Puis comment ça peut être un problème. Puis on parle aussi de pourquoi lui, où il nous parle de qu'on devrait peut-être offrir moins de subventions, mais mieux le faire. Il nous explique aussi exactement comment les entreprises qui ont du succès réussissent à garder leurs employés. On le sait, la rétention, le recrutement d'employés, c'est probablement le problème le plus actuel ou le défi le principal pour les entreprises dernièrement, dans les dernières années. Fait qu'on en parle, on essaie de comprendre justement, il nous explique comment pallier à ce problème-là, comment régler ce problème-là. Super intéressant comme discussion, honnêtement. On a parlé de politique aussi. Je pensais pas qu'on parlerait tant de ça, mais on a parlé des gouvernements provinciaux, fédéraux, comment eux autres ils agissent avec eux autres. Puis est-ce qu'ils ont vraiment un pouvoir? Est-ce qu'ils ont vraiment une capacité de changer les choses auprès du gouvernement en tant qu'organisme ou en tant que OBNL? Donc encore une fois, super intéressant. Merci d'être à l'écoute, j'apprécie beaucoup. Évidemment, un gros merci au commanditaire de la saison, Gauvin Déco Design, qui a conçu le décor. C'est grâce à eux autres si je peux accueillir mes invités dans un si beau décor qui est accueillant puis qui est confortable. Hein, les chaises, en passant, super confortable. Le Centre des Arts aussi qui m'accueille dans leur établissement, dans la petite église, comme on l'appelle, direct sur le stage. Vraiment content d'être là. Si vous voulez plus d'informations sur le Centre des Arts, artedmundston.ca. Le site est dans la description. Même chose pour Gauvin Déco Design. GauvinDécoDesign.com. Le site est en description. Merci beaucoup aux commanditaires. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Jonathan est originaire de France, plus spécifiquement de Marseille, la deuxième ville de France, au sud de la France. Il a fait une formation en sciences politiques avec une spécialisation en économie, gestion et développement communautaire. Il a accompagné les entreprises dans la création, la reprise, le transfert et le développement d'entreprises pendant près d'une vingtaine d'années dans différentes OBNL, tout ça en France. Puis parmi ces années-là, il a accompagné plus de 500 entreprises. En 2021, il arrive au Canada. Il a choisi le Nouveau-Brunswick. Puis il est arrivé spécifiquement à Miramichi. Il a commencé à travailler là pour le Carrefour Beau-Soleil comme agent communautaire. Il a rejoint ensuite le REDE comme coordonnateur atlantique. Puis depuis 8 mois, il est PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Salut Jonathan. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Samuel. Merci d'être là, j'apprécie beaucoup. Merci pour l'invitation. Surtout que je pense qu'hier, il y avait un 5 à 7, c'est ça? Oui, exact. On a fait un événement à Grand Sault, en fait, exactement, pour la remise du prix coup de cœur de nos membres Nord-Ouest. Oui. C'est bien passé? Excellent. On avait plus de 60 personnes et on avait 4 finalistes, donc des entreprises, différentes entreprises de la région, comme par exemple Violet Motors à Edmundston. On avait aussi Chez les Petits, un magasin de vêtements à Edmundston aussi. On avait le Flooring à Grand Sault, Crystal Flooring, qui voilà, des revêtements de sol, belle entreprise familiale aussi, et AGB Products, qui était Atelier Gérard Beaulieu, qui ont remporté le prix, qui sont à Saint-Quentin. Super, super. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Quand on regarde ton parcours, on peut facilement dire et comprendre que tu as un intérêt pour l'entrepreneuriat. Oui, une vraie passion. Alors, pourquoi ne pas opter pour diriger une entreprise? Ça, c'est la grande question.
que moi-même je me suis posé dès le départ, dès mes études en fait. J'ai le goût effectivement de l'entrepreneuriat parce que j'ai cette envie de pouvoir mener des projets, mais je me suis rapidement rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'impact que pouvait avoir sur la communauté de l'entrepreneuriat en fait. C'est à travers la création d'une entreprise ou d'un projet, on peut améliorer sa communauté, on peut avoir un impact positif, public, voilà. Et c'est pourquoi moi j'ai préféré travailler en fait dans la posture de travailler pour des OBNL qui aident les entrepreneurs. Voilà. Donc c'est une manière un peu plus indirecte de faire de l'entrepreneuriat, c'est de soutenir les entrepreneurs. Et je crois qu'en fait, il faut quand même un certain courage, faut le dire, pour être entrepreneur. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout entrepreneur, qu'il soit travailleur autonome, comme toi, je pense, et comme une petite entreprise, quelques employés, ou que ce soit une plus grosse entreprise. Pour moi, c'est la même chose. On a osé à un moment se lancer et dire, voilà, je vais proposer mon produit, je vais proposer mon service, et cela sans tout savoir, sans tout maîtriser. Et moi, voilà, je pense que j'ai quand même un peu de prudence, voilà. Donc j'ai toujours eu cette petite réticence, mais j'ai toujours su que je me lancerai en affaires quand même. Donc ça arrivera. C'est simplement une question de temps. Mais j'ai commencé par soutenir les entrepreneurs pendant toutes ces années-là et apprendre. Parce que j'ai énormément appris au côtoyant des entrepreneurs. Je trouve que ce sont des gens inspirants et qui font avancer les choses. Donc voilà. Donc la mission, ça serait quoi? Parce que tu sais, quand on lance une entreprise, souvent on perçoit un problème dans la communauté, la société, et qu'on pense pouvoir régler. On pense pouvoir apporter une solution à ce problème-là. Dans ton cas, en aidant les entreprises, quel problème espères-tu pouvoir régler? Ah ben, alors je peux en parler facilement. Au Canada, comme en France, il existe non pas des centaines, non pas des milliers, mais il existe, oui, des dizaines de milliers d'aides aux entreprises, des subventions, des aides financières, des dispositifs, des programmes. Mais c'est une jungle. Personne n'y comprend rien. Personne ne sait identifier la bonne aide qui lui convient à lui. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je trouve anormal et je voudrais aider les entrepreneurs à identifier l'aide qui leur correspond. Voilà. Ça, c'est une des choses que je pourrais faire. Et d'ailleurs, j'avais en l'idée de me lancer en affaires si je n'étais pas devenu le PDG du conseil économique dans le conseil en subvention pour les entrepreneurs. Pour pouvoir les accompagner à identifier non seulement les bonnes aides, mais après également appliquer, répondre et avoir du succès là-dedans. Parce que ce sont des appuis qui existent, qui sont proposés à différentes échelles du gouvernement ou des organismes et qui soit ne sont pas mobilisés alors qu'ils pourraient, ou soit ils renoncent parce que c'est trop compliqué. Voilà. Ils ne savent pas s'y prendre, ils ne savent pas le faire de la bonne manière. Et moi, je trouve ça dommage, en fait. Je me dis, non, si une entreprise a du potentiel, toutes les entreprises ont des projets, toutes les entreprises ont du potentiel. Et il faut simplement les connecter au bon dispositif. Donc voilà, ça c'est une des choses que je ferai en priorité. Et c'est ce que les entreprises me partagent aussi, elles ont besoin d'un guichet unique. Elles ont besoin d'un endroit qui centraliserait toutes ces informations. Alors c'est modestement ce qu'on veut aussi contribuer à faire avec le conseil économique. Donc, puis si on rend ça un peu plus concret, là, on parle ici des différents organismes comme Travail NB, ONB. Oui. Et le problème, c'est pas nécessairement ces organismes-là, c'est la quantité d'organismes et la complexité pour avoir accès à ça. Tout à fait. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait ce problème-là? Alors, on a fait... je m'en suis rendu compte en France, parce que en France, c'est énorme la quantité qui existe. Je pense qu'on peut chiffrer à plusieurs milliers les aides, voilà, et subventions qui existent. Et c'est en milliards d'euros. Il y a des aides européennes, il y a des aides de l'État français, il y a des aides des régions, il y a des aides l'équivalent des CSR, des municipalités. C'est fou.
c'est de l'argent public, c'est de l'argent des impôts, donc moi ça me touchait. Et voilà, j'ai déjà fait cela quand j'étais en France pour les entreprises. J'aidais déjà beaucoup à aller chercher des fonds. Mais ce n'était pas la seule chose, parce qu'en fait, ce n'est pas juste d'aller chercher un fonds. Il faut réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Il faut réfléchir où est-ce qu'on s'en va, quel est le projet. Et ensuite, on décline effectivement cela dans un plan financier, un plan d'affaires qui ensuite justifie d'aller chercher telle ou telle aide. Mais en arrivant au Canada, ma grande surprise a été de voir que c'était la même chose. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, déjà dans un centre communautaire, j'ai vu qu'il existait de multiples aides, dans les arts par exemple, ou le sport. Moi-même, j'ai monté des programmes très facilement. J'ai obtenu des subventions pour monter des programmes dans une petite communauté francophone à Miramichi. Et c'était facile parce qu'on est en minorité. Et donc, pour les minorités, et doublement minoritaire à Miramichi, je précise, parce que c'est une ville à 95% anglophone, on peut avoir accès à des aides et c'est très bien. Mais ensuite, quand je suis revenu sur le monde de l'entreprise, je me suis aperçu qu'il existait aussi ça. Beaucoup d'organismes, et c'est très bien. Chaque organisme a sa raison d'être. Et il ne faut pas, je ne dis pas qu'il faut supprimer ces organismes, mais je dis qu'il faut mieux communiquer sur le rôle de chacun et la valeur ajoutée de chacun. On a la CBDC qui fait du financement, par exemple, ou de l'aide à la consultation. Travail Nouveau-Brunswick qui peut aider pour l'embauche, pour la rétention. Par certains côtés, ils peuvent aussi financer de la consultation. On a Opportunité Nouveau-Brunswick qui peut aider aux investissements, qui peut aider à l'exportation. On a d'autres organismes qui peuvent aider sur l'innovation, comme la Fondation d'innovation du Nouveau-Brunswick, mais il y a aussi Innov du CCNB. C'est pour en citer que quelques-uns. Mais on a aussi le REDE Nouveau-Brunswick qui propose des services, le réseau de développement économique et employabilité, qui est intégré même au Conseil économique. Les gens ne le savent pas nécessairement. Certains le savent, mais encore faut-il savoir le détail. Ça aide à l'entrepreneuriat, le reprenariat féminin, ça aide au développement durable. Moi-même, j'ai donné des formations dans ce domaine. Tout ça est gratuit parce que c'est subventionné par le fédéral pour les minorités francophones. Voilà, ça manque cruellement de clarté. Et c'est nécessaire pour moi d'apporter cette clarté. Et cela m'a été confirmé lorsqu'on a organisé des forums pour la main-d'œuvre dans tout le nord du Nouveau-Brunswick au printemps. 4 forums. Il y en a eu à Bathurst, il y en a eu à Campbellton, il y en a eu à Edmundston et à Shippagan. Et on est allé sonder un peu les entreprises, donc avec nos partenaires, Travail Nouveau-Brunswick, mais aussi la CSR du Nord-Ouest en l'occurrence, ici. Et c'était très intéressant parce que les entreprises nous ont pratiquement toujours dit ça. Ils nous ont dit, il nous faut un guichet unique. Il nous faut une clarification, il faut qu'on sache quels sont les services proposés. Certains nous disaient aussi, voilà, moi j'aurais besoin de telle aide pour recruter, j'aurais besoin de telle aide pour retenir. Mais en fait, ces aides existent déjà. Il faut juste aller les chercher aux bons endroits et savoir qu'elles existent. Tout le défi pour moi. Donc la solution serait de créer un... Est-ce que la solution serait pour pallier au fait qu'il y a beaucoup d'organismes, ça serait de créer un organisme? Non, certainement pas. Il ne faut pas créer un organisme, il faut créer un support de communication qui centralise tout ça. Et là, moi, je pense que la CSR, la Commission de services régionaux, est bien placée pour le faire. Je leur lance un peu la balle parce que, par exemple, dans le Restigouche, c'est l'initiative qui a été choisie à la suite du forum. On a écouté les entreprises et puis la CSR a décidé de s'en saisir. Le service développement économique a dit nous allons créer un outil et nous allons créer cela en ligne et ça sera très simple. Voilà, tout le monde va pouvoir voir les services qui existent localement, mais aussi aux différentes échelles. Et je pense que si chaque CSR prend ce rôle, ça sera bon. Nous-mêmes, on peut jouer ce rôle. On peut aussi jouer un rôle à l'échelle provinciale. Mais je dirais que la bonne façon de faire, c'est de se concerter entre nous, organismes, et que le client, l'entrepreneur, pour lui, quelle que soit la porte d'entrée à laquelle il va taper, le réseau est déjà structuré et peut expliquer de façon claire, avec un support synthétique, toute l'offre des programmes et des services. Voilà. C'est ça que, dans mon idéal, devrait être. Je pense que ça a bien du bon sens. Puis, tu sais, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est difficile. J'étais allé l'année passée pour m'informer, pour éventuellement avoir un premier employé, pour avoir juste de l'information. Ouais. Puis, on m'a suggéré peut-être 5 à 6 ou 7 options différentes que... On m'a un peu garoché ça comme ça. Ça a été bien expliqué. La personne qui m'a aidé m'a bien aidé, mais dans le sens que
quand ça arrive tout en même temps, tu dis, oh, je fais quoi avec ça, là, puis je vais où, puis c'est quoi la bonne on solution? C'est ça, on fait quoi, là, tu sais? Mm. J'ai une autre question par rapport à ça, justement, tu sais, les subventions. Ce qui est particulier pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est que un des grands motivateurs pour un entrepreneur de poursuivre puis de foncer, ça va être le risque que tout s'écroule. Oui. Dans une entreprise, le but, c'est de survivre souvent. Oui. Donc, si quelque chose menace la survie de notre entreprise, ça va te motiver à mettre les bouchées doubles. Ouais. Est-ce que des fois, les subventions pourraient venir enlever ce risque-là et donc les entreprises vont, en conséquence à ça, moins mettre d'efforts ou cesser d'innover? Non, ça ne doit jamais jouer ce rôle-là, justement. En fait, une subvention va être là pour accélérer un projet ou le faciliter, mais ça ne remplacera jamais le risque. Le risque, c'est toujours l'entrepreneur qui le prend. C'est fondamental et c'est justement nous-mêmes, on remet des prix, le prix de l'entreprise de l'année, le conseil économique. On fait attention quand on donne des dossiers de candidature. Toutes les entreprises peuvent y participer pour qu'elles aient plus de 3 ans. Mais des critères importants font qu'il ne faut pas qu'elles soient possédées par des fonds publics ou qu'elles soient aidées à un trop haut taux non plus. Parce que ça reste quand même la prise de risque de l'entrepreneur. C'est lui, il ne faut pas oublier qu'on ne crée pas une entreprise pour avoir des subventions. On fait ça parce qu'on a à cœur de résoudre un problème, d'apporter un service à des clients. Et ça, c'est la mission même de l'entreprise. Et simplement, il y a des dispositifs pour aider qui font des bonus. Mais moi, ce que je dis, c'est que si ces choses-là existent, il ne faut pas les négliger. Il faut faciliter le fait que l'entreprise peut aller chercher ces bonus, tout simplement. Mais parfois, c'est plus que des bonus. Parfois, notamment dans les premières années, lorsqu'on se lance, on a un accès au financement qui est difficile. Donc, si les banques, par exemple, ne croient pas en vous, ou voilà, vous avez du mal à convaincre parce que c'est leur métier d'estimer le risque. Et elles estiment que votre activité, votre projet est risqué. Et trop risqué, et vous allez frapper le mur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, vous ne trouvez pas. Alors, heureusement, il existe d'autres moyens. Il existe la CBDC, il existe aussi la BDC, il existe des dispositifs de garantie, il existe d'autres solutions. Donc là, c'est plus qu'un bonus. C'est parfois nécessaire pour pouvoir impulser un projet. Mais lorsque on a un projet de développement, qu'on est déjà une entreprise solide, une PME, et qu'on veut innover, on pourrait dire que l'entreprise peut prendre de ses fonds propres pour ça. Mais en fait, non, ce n'est pas encore la bonne solution. On ne peut pas mettre en péril l'entreprise pour financer de la recherche et du développement sans être à un minimum, on va dire, certain d'un retour sur investissement. On peut prendre, bien sûr, l'entrepreneur prend toujours une part de risque, mais il faut qu'elle soit acceptable, il faut qu'elle soit raisonnable. Et donc, c'est pour ça que je parle des dispositifs, parce que ça va aider à appuyer, ça va un peu limiter, ça va tempérer ce risque, modérer le risque, mais ça ne l'enlèvera jamais. Et ça ne doit pas, ce n'est pas le but même. Mais comment on fait pour s'assurer que les subventions qui sont fournies, qui sont données aux entrepreneurs, sont justifiées? Par exemple, si une entreprise aujourd'hui qui se lance et qui veut assurer la production de VHS, qui est une façon de consommer qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc, selon moi, il n'y a pas de marché pour ça. C'est une entreprise qui ne fonctionnerait pas, probablement. Et que là, on donne pas de problème, tu as une idée, c'est bon, vas-y, on donne la subvention. Est-ce que ça serait pas... Ça ne marche pas comme ça. Donc, évidemment, il y a une évaluation de tout projet. Il faut qu'il y ait un plan d'affaires solide. Oui, OK. En fait, même obtenir une subvention, c'est très difficile et c'est normal. Il y a des critères. Et il faut qu'il y ait des critères parce qu'on ne veut pas dilapider ou disséminer l'argent public. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut toujours se poser la question de l'objectif. Quand c'est une subvention provinciale, la province a ses objectifs, a sa stratégie, veut appuyer, veut aider des entreprises à grandir. Pourquoi ? Pour créer de l'emploi dans la province. Alors, elle peut aider spécifiquement tel secteur d'activité. Elle peut aider parfois telle région. Peut-être les régions francophones du nord de la province, par exemple. Elle peut aider les entreprises touchées par les tarifs douaniers. Elle peut
Voilà. Et c'est la même chose au niveau fédéral. Et c'est la même chose, on peut aider sur l'innovation, on peut aider sur l'export, on peut aider sur l'emploi, le recrutement. Mais tout projet ne mérite pas d'être aidé. Il faut bien qu'il y ait des critères et qu'on discrimine en fait entre ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. Mais moi, je dis que tout l'enjeu, c'est de bien penser des dispositifs d'aide. Finalement, c'est la responsabilité même de ceux qui proposent ces dispositifs d'aide ou de subvention de bien réfléchir à ça. Et une question qu'on peut se poser aussi, peut-être à l'échelle publique, c'est faut-il tant d'aide ? Peut-être qu'il en faudrait moins, mais mieux. Et moins disséminé, mais mettre plus sur certains projets qui sont stratégiques, qui sont à fort impact, qui sont... Voilà. Et cela, pour l'ensemble des autres, ça pourrait être une baisse de taxes des autres entrepreneurs. Il n'y aurait pas besoin d'aller demander des subventions. Dans ce cas, ça serait automatiquement une baisse de taxes. Oui, c'est ça. Et moi, je crois à ça. Personnellement, on a un voisin au sud du Canada qui est très agressif en ce moment. Il n'y a pas seulement les tarifs douaniers, il y a aussi les baisses de taxes. Il est en train de donner une orientation à son pays, aux États-Unis, où il donne des signaux. Il dit, nous, on va baisser les taxes de façon conséquente. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut attirer des investisseurs de l'autre côté de la frontière. Et cette petite musique, elle porte ses fruits. Elle pourrait, en tout cas, porter ses fruits. Parce qu'un entrepreneur raisonne aussi en qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je peux en retirer. Au bout d'un moment, s'il se dit, ok, là, je suis taxé à tel niveau, mais je pourrais être taxé 10% de moins, peut-être qu'à un moment, il va ouvrir une filiale de l'autre côté de la frontière. Et peut-être qu'à un moment, en plus, comme il y a les tarifs, il va dire, finalement, je vais carrément mettre plus de ma production là-bas et embaucher plus de l'autre côté. Donc, moi, voilà, je pense, pour parler un peu de ce sujet plus largement, que parfois, on pourrait aussi raisonner moins de dispositifs et moins de subventions et baisser plus la taxe et aussi simplifier l'administration. C'est ça que je crois. C'est vraiment ça dont les entreprises ont besoin. Parce que toutes les entreprises, surtout les petites, n'ont pas non plus les moyens suffisants, ne sont pas structurées pour avoir quelqu'un en administratif qui va aller répondre à tel dispositif, aller faire les recherches, c'est ce que je disais, et répondre. Donc, simplifions la vie de ces gens-là, surtout les petites entreprises. Puis ça, c'est le rôle de qui présentement, ou en général, c'est le rôle du gouvernement provincial ou c'est le rôle des organismes de réorganiser leurs subventions, leur aide? Non, c'est une responsabilité partagée en fait, puisque les organismes bien souvent, leurs fonds à eux viennent des gouvernements, donc ils viennent des gouvernements provinciaux, fédéraux, donc c'est comme une sorte de dialogue entre les organismes et les gouvernements, et l'affectation des budgets, ça repose sur les politiques, ça repose sur les élus, bien entendu, qui font les budgets. On sait que les budgets varient chaque année, on sait qu'ils sont contraints. On sait que le gouvernement actuel, provincial par exemple, a prévu un budget en déficit. Voilà, il explique pourquoi. Il dit cette année, nous allons mettre tant dans tel secteur. Et puis ensuite, dans tel secteur, chaque ministère va faire sa propre stratégie et décliner cela en lien avec des organismes aussi qui sont capables de redistribuer. C'est la même chose au niveau du gouvernement fédéral. On a l'APK, l'Agence pour les provinces atlantiques, au Canada Atlantique, qui également peut aider des entreprises mais à travers d'autres organismes aussi, soutenir des organismes qui eux-mêmes vont ensuite aider des entreprises. C'est compliqué. Voilà, c'est complexe en tout cas. J'aimerais comprendre justement un peu plus là, le lien qu'il y a entre le Conseil économique et le gouvernement, dans ce cas-ci, j'imagine provincial et peut-être fédéral, là, on verra, mais juste avant, j'aimerais qu'on détaille rapidement, c'est quoi le Conseil économique? On a passé peut-être par-dessus ce détail-là, mais c'est quoi le Conseil économique? Merci de me donner la chance de l'expliquer. En fait, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est en fait un OBNL qui existe depuis 46 ans. Ça a été fondé en 1979 par des entrepreneurs acadiens, une cinquantaine, francophones, pour justement représenter les entreprises francophones de la province et être l'interlocuteur du gouvernement provincial pour défendre les intérêts, pour faire aboutir des dossiers, pour pouvoir
revendiqué, disons-le, parce que des fois, il y a certains dossiers qui nécessitent de revendiquer. Et ça a été ça dès l'origine. Et ça l'est toujours. Nous discutons avec les gouvernements à Fredericton, mais également au niveau fédéral, parce que évidemment que tout ne se décide pas à Fredericton. Il y a également au niveau à Ottawa beaucoup de choses importantes qui finalement ont un impact sur notre province et les provinces atlantiques et le Nouveau-Brunswick. Nous, depuis 25 ans, nous avons intégré en fait le réseau de développement économique et d'employabilité, qui est, si je peux dire, l'organisme qui délivre des services, mais qui fait partie même de notre organisation. C'est 5 personnes qui gèrent l'administration, les services administratifs du CENB, mais c'est 20 personnes au RD, Nouveau-Brunswick. Donc, pour donner un peu un estimé. Et ces 20 personnes-là délivrent des services en entrepreneuriat, en employabilité, en aide au recrutement pour les employeurs. Mmh. Tous ces services sont gratuits. Pour quelle raison ? Parce qu'ils sont financés par le gouvernement fédéral, à travers IRCC, par exemple, l'immigration pour l'employabilité, à travers l'APK pour aider au développement durable, les entreprises, ainsi de suite. Voilà, ce sont des fonds qui sont redistribués finalement au Nouveau-Brunswick et aux entreprises à travers des services gratuits. Donc, il faut s'en servir. C'est ça que je veux passer comme message. Sinon, le Conseil économique, pour faire simple, c'est ces trois créneaux. La représentation, qui comporte l'influence sur les gouvernements, la concertation de nos membres. On a presque 600 membres, entreprises francophones au Nouveau-Brunswick. En deuxième lieu, c'est le réseautage, parce que nous mettons en connexion les entrepreneurs, mais aussi les gens d'affaires, parce que nous avons des organismes, nous avons divers partenaires. Nous avons les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont très importants, puisque ce sont des organisations qui nous soutiennent depuis l'origine. Assomption Vie, la Banque nationale du Canada et également Uni Coopération financière. Donc voilà, ça c'est un peu la structure. Et puis le troisième créneau dont je parlais, donc, c'est les services aux entreprises à travers notre RD Nouveau-Brunswick. Voilà, ces trois créneaux-là, nous voulons le faire mieux connaître encore, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une organisation vraiment, je pense, incontournable, qui doit encore prospérer, qui doit encore probablement grandir dans le membership. Nous devons probablement attirer encore d'autres entrepreneurs francophones, mais en faisant attention, parce qu'on veut aussi que dans les petites régions, il continue à y avoir un échelon de proximité, qui soit les chambres de commerce. Parce que c'est très important que l'entrepreneur puisse commencer à son échelon local, d'avoir un ancrage, et sa chambre de commerce, c'est le premier échelon. Si maintenant, il veut aller plus loin, sortir de sa région, développer un nouveau produit, un nouveau service à l'échelle de plusieurs régions, ou provinciales, ou atlantiques, ou canadiennes, ou internationales, mais il faut venir au Conseil économique, il faut adhérer, parce que nous allons lui donner beaucoup d'outils, nous allons lui donner beaucoup d'ouverture, beaucoup de réseautage, beaucoup de connexions. Donc voilà, un peu comment nous nous positionnons à travers notre mission. Et nous voulons, dans notre vision, faire progresser la francophonie économique au Nouveau-Brunswick. C'est ça notre mandat. Et nous allons continuer à le faire, j'espère, pendant de nombreuses années. Et tu réponds quoi à un entrepreneur qui te demande ça me donne quoi de m'inscrire ou de faire partie du conseil économique en tant qu'entreprise? Beaucoup de choses. Je dirais que ça commence par, ça va peut-être paraître, c'est non financier ce que je vais dire, mais c'est de la fierté. C'est de la fierté, le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté d'affaires francophone dans une province bilingue, et on sait qu'il n'est pas majoritairement francophone, même si elle est bilingue officiellement. C'est important. Les gens se reconnaissent comme appartenir à cette institution, ce réseau, qui est le premier, je vais le dire, réseau francophone de tout le Canada atlantique. Et cette fierté n'est pas à négliger. Et la fierté qui aussi se manifeste par l'envie peut-être d'être représenté et d'être écouté à plus haute échelle. Parce qu'un petit entrepreneur qui est dans sa ville, dans son village, dans sa région, ne va pas forcément être entendu tout seul s'il va aller demander à Fredericton quelque chose. Donc, ça mutualise, en fait, cette représentation. Et plus on est nombreux, plus on a de poids, évidemment, politique aussi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de bénéficier donc de l'aspect réseautage, j'en parlais. Nous organisons beaucoup d'événements.
Nous avons premièrement notre événement majeur qui est le banquet de l'entreprise de l'année. Nous décernons un prix tous les ans depuis 1983 et nous avons mis en lumière comme ça plusieurs entreprises, très belles entreprises francophones. Et d'ailleurs, cette année, ce sera le 6 novembre. Nous allons proposer cet événement à Moncton, à l'hôtel Delta Beau Séjour. Je précise que d'ailleurs, nous avons fait grossir l'événement. C'est devenu le grand rendez-vous économique du CENB. Plus seulement le banquet le soir. C'est maintenant, dès le dîner, nous remettons une bourse, la bourse Hermantaillot, pour des femmes entrepreneurs, 50 000 $. Ça fait 3 ans qu'elle en remet, non pas une, mais 3, à des femmes entrepreneurs francophones dans la province, parce qu'elle a une grande générosité et à travers la fondation du Conseil économique, nous pouvons faire cela. Donc, nous continuons cette année à remettre une bourse Hermantaillot à l'occasion de ce dîner. Puis, nous avons des panels. Nous allons proposer des panels avec nos bâtisseurs. Par exemple, comment faire ses choix d'investissement dans un contexte d'incertitude. On est dans le plein contexte économique difficile avec les tarifs. Et puis, nous allons avoir un panel politique et économique. Nous allons inviter Dominique Leblanc pour parler du commerce avec les États-Unis, qui nous fasse une mise à jour sur les tarifs. Nous allons inviter aussi la Première ministre, Suzanne Holt, pareil, pour qu'elle nous fasse une mise à jour et qu'elle nous donne l'heure juste pour le contexte économique et politique. Et ensuite, nous allons avoir des organismes, APK, ONB, voilà. Et puis nos voisins, le Québec va être là. Nous avons invité le Conseil du patronat du Québec. Et puis, nous avons l'APF, l'Alliance du patronat francophone, qui à l'international permet de développer des liens d'affaires aussi à travers un forum Afrique-Canada que nous aidons à organiser en novembre. Voilà, tout ça, ça va aider le réseautage, les opportunités d'affaires. Ça va éduquer aussi, ça va donner une ouverture à nos membres qui souhaiteront participer en grand nombre, j'en suis certain. On attend jusqu'à 500 personnes à cet événement. Donc voilà, c'est notre événement majeur. Nous avons aussi une assemblée générale annuelle aussi, qui est une belle occasion de réseautage. On la fait généralement début juin. La région change chaque année. L'année passée, c'était à Campbellton, mais l'année prochaine, le 4 ou 5 juin, nous serons à Bathurst. Puis nous avons des remises des prix coup de cœur. Donc nous organisons des prix coup de cœur régionaux. Hier soir, donc à Grand-Sault, pour le Nord-Ouest, mais avant-hier, j'étais à Dieppe pour la remise du prix de coup de cœur Sud-Est. Et nous avons une crèmerie qui a gagné ce prix. Puis il y a 2 semaines passées, j'étais à Paquetteville, où nous avons remis le prix Nord-Est. Voilà. Et là, c'était location d'outils JED qui a gagné. Donc, on met en valeur le commerce local, on met en valeur des belles entreprises francophones de tout secteur. Voilà, ça, c'est le prix de coup de cœur des membres. C'est nos membres qui votent. Voilà. Alors que pour le prix de l'entreprise de l'année, on a un comité qui est indépendant qui vote pour cela. C'est tout ça que nous proposons à nos membres. Et puis, encore plus, nous avons aussi des avantages, des bénéfices, des rabais d'hôtel, des petites choses qui... Vous prenez l'adhésion, selon le nombre d'employés, ça va vous coûter entre 200 pièces et peut-être jusqu'à 800 pièces si vous êtes une plus grosse PME. Mais c'est progressif et vous allez très vite rentrer dans votre membership, je vous l'assure. Et puis tous les services du RD, dont je ne reviens pas dessus, mais vous pouvez bénéficier de tout cela gratuitement, je le rappelle. Aussi, oui, c'est ça. Donc maintenant qu'on comprend mieux justement qu'est-ce que le Conseil économique... Comment est-ce que vous travaillez avec le gouvernement? De quelle façon, puis à quelle fréquence? Puis avec qui exactement? Est-ce que c'est avec un ministre en particulier? C'est avec un conseil? Je ne sais pas trop. Oui. Effectivement, on sollicite des rendez-vous avec des ministres. Ça, c'est une manière efficace de travailler. On a, par exemple, cette année, on est allé rencontrer le ministre Gauvin, le ministre parce qu'il est en charge de la francophonie. Donc, nous avons échangé avec lui justement sur les meilleures manières de développer un petit peu la francophonie économique. Et nous avons ciblé un certain nombre d'événements, dont Forum Afrique Nouveau-Brunswick, dont nous avions fait une première édition il y a 2 ans, et il nous a encouragés à faire cette 2e édition. Donc, nous sommes allés dans cette direction. Finalement, on va se réunir avec le Forum Afrique Canada. Donc, ça sera du 11 au 13 novembre à Moncton, Cap Bleu 2025. Mais à part lui, donc nous avons aussi sommes allés rencontrer le ministre Luc Randall, qui est en charge des PME et également du développement économique à travers Opportunités Nouveau-Brunswick. Donc, à chaque fois, à chacune de ces rencontres, nous expliquons, nous rappelons le rôle, le mandat du Conseil économique. Nous arrivons avec un certain nombre de demandes
nous avons aussi ce que nos membres nous disent et nous partageons cela au ministre. Et nous le faisons encore plus spécifiquement à l'occasion de rencontres avec la Première ministre. Nous sommes allés la rencontrer en février. Et également, nous avons rencontré le René Legacy, donc le ministre des Finances. Ça, c'est important, au moins une fois par an, d'aller à Fredericton. Voilà. Nous allons amener les demandes, les revendications. Nous avons des revendications notamment sur les infrastructures régionales. Parce que le Nord, c'est pas un scoop, ce que je veux vous dire, mais on a moins d'infrastructures, on est moins outillés, et ça, ce n'est pas normal. On doit sans cesse marteler que oui, il y a des francophones qui habitent dans le nord de la province. Ils n'ont pas des bonnes routes toujours. Il y a parfois des services qui manquent, il y a des services qui ferment. On a aussi, pour être dans l'actualité, ne serait-ce que le réseau téléphonique ou voilà, Internet. Le gouvernement a sorti une liste on va mettre des nouvelles antennes, et puis il avait oublié le Nord. Alors on dit non, c'est pas normal, il faut que vous fassiez quelque chose là-dessus. Et puis le gouvernement a rajouté 2 antennes dans le Nord, donc c'est une bonne chose. Et on ne peut pas laisser passer en fait ces choses-là. Il faut toujours défendre et ne pas ne pas que les francophones soient oubliés. C'est très important de rappeler toujours ça. Mais on est quand même à travailler en construction. Je dirais qu'on est plus dans une approche partenariale avec le gouvernement. Voilà, donc c'est aussi à travers les médias qu'on passe nos messages. Moi, j'écris une chronique dans l'Acadie Nouvelle tous les mois, en alternance aussi avec Marie-Ève Michon, la directrice du REDE. Donc toutes les 2 semaines, finalement, nous publions dans l'Acadie Nouvelle nos sujets d'actualité, puis parfois nous pouvons interpeller comme ça aussi des politiques. Et ce ne sont que des exemples, mais nous leur remettons aussi, bien sûr, notre rapport annuel et nos demandes. Lorsque l'occasion se présente, ils font des tournées. Nous demandons aussi à ce qu'ils fassent des tournées dans les communautés, dans les 4 régions, bien sûr, mais quand ils viennent dans le Nord, du coup, ils nous contactent, ils disent « Nous aimerions rencontrer des membres et nous allons faciliter la rencontre avec des entrepreneurs. » Voilà, c'est arrivé avec le ministre Randall au début de l'été, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous travaillons. Voilà, je dirais qu'à l'échelle fédérale, par contre, c'est différent parce que nous avons un réseau qui s'appelle REDE Canada. Et comme je l'ai dit, le REDE Nouveau-Brunswick fait partie de notre organisation, mais est affilié à un réseau de 12 membres dans toutes les provinces du Canada, minoritaires, c'est-à-dire sauf le Québec, où la francophonie est majoritaire. Dans ces 12 provinces et territoires, nous avons des REDE, ou des organisations qui défendent la francophonie, qui œuvrent pour le développement économique, communautaire et l'employabilité. Et la tête de réseau, c'est REDE Canada, qui est à Ottawa. Et Yann Plante, qui est le PDG, c'est lui qui va parler souvent la représentation de tout le réseau aux politiques. Voilà. Donc ça se fait à cette double échelle. Donc on a un accès grâce à REDE Canada aussi aux politiques fédérales, aux gens du gouvernement fédéral. Et plutôt notre rôle en province, au Nouveau-Brunswick, ça c'est plutôt le conseil économique moi-même et les membres du conseil d'administration du conseil économique. J'en ai pas beaucoup parlé, mais bien sûr, notre président, Michel Dufresne, qui est aussi le PDG de Droit Consultant, qui est le président du conseil d'administration. Nous avons une 20aine d'entrepreneurs dans notre conseil d'administration, 3 ou 4 dans chaque région. Et nous avons aussi des conseillers, donc les bâtisseurs, qui font partie de notre conseil. Donc, on a une belle représentativité dans toute la province et dans tous les secteurs d'activité. Et c'est grâce à cela que nous pouvons interpeller les élus et les politiques aussi à l'échelle plus locale dans les régions. Puis comment on fait pour s'assurer ou comment pouvez-vous convaincre les membres entrepreneurs du conseil ou de la population que vous avez réellement un pouvoir de faire du changement au niveau du gouvernement? Par exemple, dans ce cas-ci plus provincial, disons. Là. C'est... la politique, on le sait, hein, on nous donne des promesses, mais c'est les faits qui parlent. Seuls les faits peuvent... Alors nous avons une obligation de moyens, nous faisons notre maximum pour influencer, mais on n'a pas tout pouvoir. On ne peut pas à tous les coups gagner. On a connu, je ne vais pas vous le cacher, pendant quelques années avant le gouvernement
actuel, quelques années difficiles parce que c'était pas évident de travailler avec le gouvernement X. Pourtant, mon prédécesseur, Gaëtan Thomas, a su quand même bâtir une relation avec lui, avec son gouvernement, pour obtenir des choses. Donc, c'est à l'épreuve des faits, je dirais. Voilà, quand il y a eu certaines mesures qui ont été prises pour tel secteur ou tel entrepreneur, telle décision réglementaire. Bon, et bien là, on peut dire, OK, notre revendication a été entendue. Mais c'est vraiment au cas par cas. C'est des petites avancées parfois. Et franchement, c'est un combat qu'il ne faut jamais relâcher parce que si on arrête et qu'on dit c'est bon, on a donné nos revendications et qu'on ne fait pas de suivi, il ne va pas se passer grand-chose. C'est un perpétuel combat. Et donc, moi, je souhaite, pour être plus efficace, consulter davantage nos membres. Et pour cela, je vais créer des tables de concertation régionales. Et cela avec Rédé Nouveau-Brunswick, avec nos partenaires, que ce soit Travail Nouveau-Brunswick, que ce soit Opportunité Nouveau-Brunswick, avec les CSR qui sont dans les régions. On va vraiment créer ces tables et on va inviter les entrepreneurs à venir parler et venir partager leurs préoccupations et leurs besoins, voilà, leur avis. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et là, sur le modèle des forums que nous avons fait en main-d'œuvre, ça sera plus ouvert sur tout sujet. Ça va nous faciliter la tâche parce qu'on va pouvoir très précisément, par région, faire remonter les problématiques aux députés et au gouvernement provincial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire dès 2026 dans le premier semestre. Sous quel format? Comme je dis, ça va être des tables, donc on va faire ça en physique. Oui, en présentiel. C'est très important qu'on aille, qu'on se déplace et qu'on soit là en personne. Ça n'empêche pas que par la suite, on peut utiliser aussi, bien sûr, la visioconférence pour le suivi. Et j'ai l'intention aussi de proposer à tous nos membres une plateforme de réseautage numérique. Et ça ne sera pas seulement pour du réseautage, ça sera comme un réseau social interne qui permettra de faciliter la consultation et de faire des sondages courts, faciles, sur tel sujet. Vous pensez quoi? Que pensent nos membres? Que pensent dans telle région? Et ainsi, on sera plus outillés pour aller faire porter nos messages aux politiques. Parce que c'est difficile aujourd'hui. Les entrepreneurs ont la tête dans le guidon, ils sont dans leurs entreprises, ils travaillent fort. On ne veut pas les déranger très souvent. Donc, faire un sondage, c'est difficile. Donc, voilà, on veut aussi trouver les bons outils pour les rejoindre et que ça soit plus facile de leur donner la parole. Donc, en personne, on espère qu'ils se déplaceront, bien sûr. On ne pourra pas être dans tous les villages, toutes les villes, mais on fera des étapes. Et ensuite, ça sera aussi en ligne. Ouais. Puis justement, on parle de sondage. Là, vous avez fait un sondage il n'y a pas si longtemps, je pense, là, pour avoir une idée de c'est quoi les enjeux auprès des entrepreneurs là, dans la francophonie. C'est quoi l'enjeu le plus important présentement pour les entrepreneurs ou le défi le plus important? Sans surprise, ça reste toujours le recrutement. Ouais. C'est la main-d'œuvre parce que vous savez, comme moi, qu'il y a un défi démographique. Tout le monde le sait. Au Nouveau-Brunswick, c'est dans tout le Canada, mais au Nouveau-Brunswick, c'est particulièrement fort. On n'a pas assez de naissances par rapport au décès. Alors, c'est mécanique. plus le temps passe et moins il y a de population active. Il y a moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et dans les années, il y a des projections qui ont été faites. Il va manquer combien? 75 000, 100 000 personnes dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. Il faut trouver un moyen de pallier à ça. Alors, pour pallier à ça, l'immigration, évidemment. Mais l'immigration, ce n'est pas une recette magique. Ça vient avec des tas de défis. Il faut pouvoir attirer ces personnes et il faut pouvoir les retenir. Et pour qu'elles restent dans une entreprise, il faut qu'elles soient intégrées. Mais pas seulement dans l'entreprise, il faut qu'elles soient intégrées dans la communauté. Exact. Moi, j'en suis un cas. J'ai vécu cela il y a quelques années en arrivant au Canada. Et j'ai été très bien accueilli d'ailleurs et j'en suis resté. Mais c'est des vraies questions que les entreprises se posent. Ça dépend de la conjoncture économique. C'est pas toujours aussi fort. Il y a eu une période où il y avait une véritable pénurie de main-d'œuvre. On a un petit peu passé ce cap maintenant. Je ne dirais pas que les entreprises ne cherchent pas encore à recruter. C'est toujours le cas. Mais étant donné qu'il y a plus d'incertitudes économiques, il y a des projets qui ont été un peu mis sur la glace, des embauches qui ont été gelées. Bon. Donc, on parle un peu moins de pénurie de main-d'œuvre là tout de suite. Mais trouver les bons employés qui veulent travailler, intégrer les nouvelles générations, génération Z, les millennials,
qui n'ont pas les mêmes mindsets que les personnes qui travaillaient dans la génération précédente. C'est toujours un défi. Et il faut qu'on aide les entreprises à ça. Et c'est pourquoi nous avons créé un nouveau service avec Redé, grâce au Fonds fédéral, ce service d'aide au recrutement. Tout de suite, s'appelle service d'aide à l'emploi, mais il va porter un nouveau nom bientôt. Et puis, nous aidons vraiment les entrepreneurs à recruter comme un service de RH externalisé, pratiquement, avec des outils très professionnels, avec même des profils de personnalité. On aide à sélectionner les candidats, tout ça. Et une équipe est en train d'être construite et voilà, cet automne, elle sera complètement opérationnelle. Donc, c'est ça, hein, l'enjeu majeur, je dirais. Il y en a d'autres. Je pourrais évidemment parler de la diversification de marché. Avant d'aller là, oui, il y a plusieurs des autres enjeux, mais par rapport au recrutement, si je comprends bien, c'est pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler. Non. On entend ça des fois, tu sais. C'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler. Bon, il y en a quand même qui ne veulent pas trop travailler. Ça, c'est sûr. On va pas non plus se mentir. Ouais. Mais je dirais surtout que c'est le rapport au travail qui a tellement évolué. OK. Et les jeunes aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas un sens, ils ne vont pas rester. Il faut leur donner un peu une perspective. Ils sont très, très dans le contrat. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne pas? Ils vont pas être fidèles. Ils vont pas rester 40 ans dans votre entreprise. Non. C'est fini, ça. S'il reste 5 ans, vous serez très, très content. Généralement, c'est plutôt 2. Mais pour arriver à les retenir, il faut leur proposer, comme je disais, du sens. Il faut faire en sorte qu'ils se sentent intégrés, que leur mission soit reliée, qu'il y ait un sentiment d'appartenance dans l'équipe. Voilà, toutes ces choses-là, c'est pas des détails aujourd'hui qui a un sens. Quand je parlais, moi, développement durable, ça, c'est une démarche qui peut donner du sens, par exemple, et qui rejoint les jeunes parce que, OK, mon entreprise, mon employeur a une démarche éco-responsable, ça me plaît, je me lève le matin, je sais que je contribue à quelque chose de plus grand que moi. C'est important. Et même à petite échelle, une petite entreprise locale peut le faire. Il n'y a pas de problème. C'est un des exemples. Mais ça va être aussi, on ne va pas se le cacher, avec la rémunération. Évidemment qu'il faut une rémunération décente. Si on paye le minimum, on ne va pas garder grand monde. Et on le sait, il y a beaucoup d'emplois qui le sont malheureusement dans la restauration, qui sont dans certains secteurs qui sont difficiles en plus, où voilà, c'est pas assez bien payé. Alors ça, il n'y a pas de recette magique non plus. Mais pourtant, on voit des entreprises, même si elles ne payent pas très haut leurs employés, elles arrivent quand même à les fidéliser. Je n'ai pas le niveau de salaire non plus, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais pour la crèmerie, par exemple, qui était à Dieppe, qui a gagné le prix de coup de cœur Sud-Est, c'est une entreprise extraordinaire. Ils font travailler des jeunes depuis leurs 14 ans, mais ils gardent leurs employés. Il y avait des jeunes qui étaient là, qui avaient 20 ans et qui avaient toujours travaillé pour eux. Et pourquoi ? Peut-être pas parce qu'ils les payent de façon extraordinaire, mais ils les payent correctement, mais aussi ils leur donnent quelque chose d'autre. Une ambiance de travail, un accompagnement, une bienveillance. Voilà, on veut ça aujourd'hui. On ne veut pas travailler et aller souffrir, quoi. En tout cas, les jeunes ne veulent pas ça, mais même pas que les jeunes, je crois. Donc, c'est tout ça que l'entrepreneur doit penser. Et pour cela, il ne peut pas non plus tout connaître tout seul. Donc, il faut qu'il se fasse accompagner. On peut se faire aider pour ça. On peut le soutenir. Et pas nous seulement, pas le Conseil économique seulement, mais d'autres aussi. Je voulais quand même parler très brièvement, mais on a fait un programme de jumelage pendant 3 ans. 3 ans, depuis 2022, avec Travail Nouveau-Brunswick. On aidait les jeunes diplômés au Nouveau-Brunswick à aller chercher des emplois chez les entrepreneurs francophones du nord de la province. Très bien marché, on a fait 119 placements. On est très fiers de cela. Et cela évolue cet automne. Maintenant, Travail Nouveau-Brunswick, ça a tellement bien marché qu'ils récupèrent donc la gestion de cela. Nous continuons à recruter les étudiants et puis ils vont faire les placements dans plus d'entreprises encore. C'est des dispositifs qui marchent très bien. Donc voilà, je veux le dire au passage aux employeurs. N'hésitez pas à faire appel. Ça va s'appeler Talent NB et non plus le programme de jumelage. OK. Voilà. OK, super, intéressant. Donc, si je comprends bien, pour pallier un peu à ce problème-là de main-d'œuvre, oui, il y a le recrutement, mais aussi la rétention. Puis pour avoir une bonne rétention, on parle de sentiment d'appartenance, d'ambiance de travail, des bonnes qualités, de travail, des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire. Tout à fait. Puis évidemment, un bon salaire aussi. Absolument. Mais j'imagine que c'est difficile pour les entrepreneurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu remarques, mais c'est difficile pour les entrepreneurs de cocher toutes ces cases-là. Là. Oui.
Oui. C'est juste. En fait, pour pouvoir mieux payer ses employés, moi je connais pas un employeur qui veut pas mieux payer ses employés. Ouais. Généralement, l'employeur dit mais moi si je peux, j'augmente le salaire. Justement, on a une préconception, je pense, que les entrepreneurs, souvent, ils vont prendre tout l'argent qu'ils peuvent le plus possible, ils vont aller chercher tous les sous, puis mes employés, tu sais, ils vont passer en deuxième. Franchement, pas. C'est pas la réalité que moi je constate. Particulièrement, je vous dirais au Nouveau-Brunswick, les entreprises que je vois, c'est beaucoup des entreprises familiales. Ils sont très attachés aux employés. Les entreprises qui réussissent, en tout cas, c'est vraiment ça qui ressort énormément. Ils remettent vraiment le mérite à leurs employés. Ils leur donnent de l'importance parce qu'ils savent que leur entreprise, leur business repose sur leurs employés. Et ils disent, beaucoup, j'entends ça, mais moi, sans les employés, je ne peux pas fonctionner. Je ne suis rien, finalement. Mon entreprise n'est rien. Et c'est la réalité. Donc, c'est important de remettre ça. Et ceux qui en sont conscients vont essayer de faire un effort financier, bien sûr. Ça peut être aussi dans des avantages. Il n'y a pas que le salaire, c'est un pack. Hein. On a un ensemble de choses qui peuvent être apportées par l'entreprise. Et ça peut être aussi sur la flexibilité au travail. Ça peut être la gestion des horaires. Ça peut être parfois, si c'est possible, selon les tâches, du télétravail partiel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour ces employés. Et j'en parlais, mais vraiment, je pense d'avoir une atmosphère saine au travail. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, un enjeu énorme, c'est la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale des jeunes et de tout le monde en général, la société. On est dans une société qui accélère, on est dans une société qui nous bombarde de messages de partout. Et on sent bien que voilà, on essaye d'équilibrer la vie professionnelle, la vie personnelle, mais c'est un défi permanent. Alors, si quand je vais à mon emploi, ça me rajoute de la charge mentale terrible, que je rentre chez moi, j'ai envie juste de... Enfin, je suis mal, ça peut pas fonctionner longtemps, ça. Donc, évidemment, voilà, l'employeur, je pense qu'au-delà même du salaire, c'est créer des bonnes conditions de travail. Je pense vraiment que c'est ça. Et je vais même l'appuyer par des études. On peut donner une augmentation à un salarié, il va être très content. Ça va durer 1 mois, 2 mois. Si les conditions de travail ne sont pas bonnes autour, il a beau avoir une augmentation, il est quand même malheureux et il va quand même vous quitter. Donc, misez plus sur les bonnes conditions de travail. Voilà. Et si vous pouvez augmenter aussi. Qui est d'une façon une bonne chose pour les entrepreneurs parce que souvent, les défis financiers, surtout que là, avec l'économie qui va un petit peu moins bien, les finances doivent être double-checkées en bon rayon. Mais le fait que c'est la condition de travail qui est le plus important, ils peuvent... les ressources qui sont demandées pour avoir une bonne condition de travail, souvent, c'est le côté humain, le côté l'ambiance de travail, les relations. Fait que ça demande pas d'argent nécessairement. Non, ils ont ça entre leurs mains. Voilà, ça commence par un bon leadership. Être un bon modèle quand on est le dirigeant. Impulser une certaine dynamique, un certain mindset et donner envie aux gens, tout simplement, d'être là, de venir travailler parce qu'ils rappellent pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qu'on sert comme but, rappeler pourquoi on sert nos clients, la fierté, leur redonner aussi des retours, des feedbacks des clients. Regardez, ils ont été contents de vous. C'est tout un ensemble de choses. Le management, c'est un art, hein. C'est pas une science. Donc, c'est un art et un sport. Donc, ça se pratique et ça s'améliore toujours. On fait des erreurs, c'est normal, mais c'est comme ça. C'est la société humaine, on est imparfait. Et l'entrepreneur est imparfait, et puis des fois il n'a pas le temps, il fait des erreurs, et puis c'est pas grave, il va s'expliquer avec son équipe, il dit bon voilà, là désolé, j'avais moins de temps, j'étais pas disponible, mais ok, on se parle, on organise une petite réunion, on met à plat et on repart dans le bon sens. Voilà. Et voilà, c'est pas nécessairement très coûteux ça, mais il faut le faire. C'est indispensable. Oui, puis je pense que ça fonctionne vraiment. J'ai en tête des exemples où une entreprise qui a plusieurs employés. Bon, quand il y a plus d'employés, le roulement est souvent plus grand, là, logiquement. Mais cette entreprise-là a réussi à garder ses employés. Puis ce que j'en remarque, c'est que cet entrepreneur-là met beaucoup l'emphase sur ça, les conditions de travail, sur ses relations avec les employés. Puis ça fonctionne, même avec une centaine d'employés. Tout à fait. Puis de là aussi l'importance, je pense, de la culture dans une entreprise. Tout à fait. Puis, parlant de culture, justement, j'aimerais élaborer un peu plus sur... on parlait de co-développement tantôt, on a laissé un petit mot là-dessus. Oui. J'avais une toute petite
quelque chose à rajouter avant qu'on change sur le co-développement, c'est que ce qui me venait en tête, c'est aussi, bon, évidemment, il faut qu'il y ait une adéquation entre les compétences et les besoins de l'entreprise. Et parfois, malheureusement, on a moins de jeunes qui vont se former dans certaines filières et il y a moins de compétences. Et ça aussi, c'est très important. Il faut qu'on continue à dialoguer avec les organismes qui forment. Voilà. Et dans certains métiers, il faut qu'on reste attractif parce que sinon, c'est l'entrepreneur qui doit lui-même former, en fait. Ah ouais. Et ça, on le voit. Et c'est un des leviers. De toute façon, les entreprises forment leurs employés. Ils n'ont pas le choix. Ouais. De toute façon. Mais il faut quand même réduire l'écart entre la formation initiale et puis qu'est-ce qui est le vrai besoin. Donc, on a des institutions formidables, que ce soit le CCNB, que ce soit l'université, qui forment bien. Et puis, ça commence dès l'école secondaire. Il faut que l'entreprise rentre en contact, si possible, parce que toutes les écoles n'ouvrent pas leurs portes, mais ça commence de plus en plus à le faire. Quand ils ont l'occasion, allez parler de votre entreprise dans l'école secondaire, lorsqu'il y a un forum d'emploi, lorsqu'il y a une occasion, saisissez toutes les occasions. Parce que vous allez sensibiliser des jeunes qui, demain, vont être vos employés. Et puis, ils vont faire un stage, et puis ils vont faire quelque chose, et puis un petit job d'été, puis ils vont peut-être embarquer, alors qu'ils n'auraient même pas eu l'idée de venir chez vous, parce que le métier que vous proposez n'est pas dans les rails ou voilà, ce qu'on imagine quand on est à l'école. Donc, l'entreprise doit aussi faire cet effort-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est important. C'est un très bon point, honnêtement, vraiment. Super. J'ai rien à rajouter. Ça marche. Non, c'est super bon. Puis, en fait, moi, la question que j'avais par rapport au co-développement, tu sais, dans ce cas-ci, je sais qu'une mentalité que tu as, c'est on devrait favoriser la collaboration plutôt que la compétition entre entreprises. Oui. Puis, j'ai tendance à être d'accord. Il y a tout le temps une petite cloche qui me sonne en tête quand je pense à ce sujet-là, c'est y a-t-il pas un risque de toujours collaborer à 100%, tu sais? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que notre compétiteur va utiliser les informations qu'on va lui fournir ou contre nous, tu sais? Ouais. OK, il faut être raisonnable. Quand je parle de collaboration, évidemment qu'on ne va pas livrer ses recettes de famille, ça c'est une évidence. Ouais. Chaque entreprise a ses petits secrets, ses petits, sa formule et ça reste propre à chaque entreprise et c'est confidentiel et on ne doit pas livrer ça. Non, ce que je parle, moi, en co-développement, je pense qu'il faut développer l'entraide. L'entraide sur certaines choses. Je pense que des entrepreneurs, vous mettez 10 entrepreneurs dans une salle et vous les faites parler entre eux, ils vont se trouver des solutions entre eux. Parce c'est leur ADN, c'est leur mindset, ce sont des trouveurs de solutions. Et c'est ça que je dis, en fait. Bien sûr, mettez pas des compétiteurs dans la même salle, mais parfois même, on peut être surpris parce que certains en pensent être compétiteurs, finalement, on n'est pas tant que ça et on peut quand même faire des choses ensemble. Ouais. Mais disons qu'on va prendre 8 entreprises de secteurs différents. Comme ça, ils ne seront pas en compétition. Et ces entrepreneurs ont différentes tailles d'entreprises, différentes problématiques, des préoccupations ou projets. Chacun va peut-être dire, voilà, moi, c'est ça ma situation actuelle. Et en fait, chacun va peut-être tour à tour l'expliquer. Puis le groupe va dire, OK, mais là, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ton problème, là, ça vient nous chercher. On a des choses qu'on pourrait te dire là-dessus et tout. Et puis, on va aider un des membres du groupe. Et chacun, donc la personne va pouvoir se raconter un peu, dire quel est un peu plus de détails sur sa situation. Et puis, les autres entrepreneurs vont simplement lui faire un feedback. Et ce regard extérieur est très précieux. Très précieux. Même si vous ne connaissez pas le secteur d'activité de votre voisin, vous êtes entrepreneur, vous avez quelque chose d'intéressant à lui dire. Et on voit souvent moins les problèmes dans sa propre entreprise que chez le voisin. C'est comme ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour le co-développement. Je pense que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve le moyen de le proposer, tout simplement, aux entrepreneurs qui voudraient rentrer dans une démarche comme celle-là, de pouvoir s'appuyer sur d'autres entrepreneurs. Voilà. Ça peut être une fois par mois. On fait un groupe, on a 8-10 entreprises. Une fois par mois, en une année, on a passé tout le monde. Et ce qui est formidable dans le co-développement, moi j'ai animé des groupes, j'ai participé à des groupes. En fait, on est enrichi, même quand ce n'est pas notre entreprise qui est auditée. Le fait de pouvoir donner à l'autre
finalement, ça nous fait réfléchir à notre propre entreprise aussi. Mhm. Donc, on gagne dans les deux sens, Mhm. de toute façon. Mhm. Voilà. C'est ça le co-développement pour moi. Puis concrètement, là, si j'arrive dans une. Quand j'arrive dans une situation où j'ai une discussion avec un compétiteur direct, quels sont tes conseils par rapport à l'approche que je devrais avoir? Bon, si on parle avec un compétiteur, là, c'est différent. On peut pas aller dans une collaboration à 100%, c'est évident. Un compétiteur, ça reste un compétiteur. On reste sur un marché. On a des positionnements, on a des parts de marché. C'est ça la réalité économique aussi. Moi, je dirais que il faut identifier dans chacune des entreprises quel est l'avantage concurrentiel. Parce que chacun a un positionnement, chacun a un cœur de métier et chacun a un avantage dans quelque chose. Et parfois, on croit qu'on est compétiteur. Oui, sur le papier, on travaille tous les deux, je ne sais pas, dans la fabrication métallique, je dis n'importe quoi. Mais en fait, on n'a pas les mêmes clients. Parce que l'un s'est spécialisé dans les bateaux, alors que l'autre s'est spécialisé dans les data centers. Et c'est autre chose. Donc, on peut même, avec des compétiteurs qui ont l'air compétiteurs sur le papier, en fait, trouver des spécialités. Et bizarrement, quelqu'un qui est dans notre secteur, qu'on pensait un compétiteur, peut devenir un partenaire. Parce que finalement, il a une expertise, il est plus expert finalement dans cette petite portion de mon métier. Et moi, peut-être je trouve pas les personnes pour faire ça, ou j'ai pas le goût de faire ça, c'est compliqué, j'ai pas la place, peu importe la raison. Et on se dit, finalement, je vais sous-traiter. Et ça va devenir quelqu'un de ma chaîne de valeur et ma chaîne d'approvisionnement. Et du coup, ça va devenir un partenaire sur un petit bout. Et puis, on peut quand même être en compétition sur d'autres choses. Donc, c'est plus compliqué que de dire, on va rien faire ensemble parce que c'est un compétiteur, je veux même pas lui parler. Non, ça, c'est une attitude simpliste. Il faut être plus ouvert que ça. Et je sais que en Acadie, mais franchement, c'est pas qu'ici. C'est partout. En France, c'était la même chose. Il y a des guerres de clochers. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. On est français, hein. Ouais. Originellement, je pense que c'est pas pour rien qu'en Acadie, c'est comme ça. Paraît-il que les anglophones font moins ça. Je ne sais pas. Ah oui, ok. Paraît-il, on m'a dit ça, je ne connais pas assez. Mais oui, j'ai l'impression que il y a quand même une petite différence que, par exemple, si chez les anglophones, on voit l'intérêt commercial, ça va parfois surpasser un peu le côté personnel. Oui, voilà. oui. Et on va être capable de travailler avec quelqu'un parce que c'est intéressant et il y a un intérêt financier pour les deux personnes, c'est gagnant-gagnant, on va le faire. Alors que peut-être parfois, chez les francophones, on va trouver un peu le côté non, mais moi, j'irai pas travailler avec lui de toute façon. Et parfois, ils ont intérêt à travailler ensemble, mais ils vont pas le faire quand même. Ça, c'est triste parce que du coup, tout le monde est perdant là-dedans. Ils pourraient faire un deal et ça servirait tout le monde. Tout le monde, ouais. Voilà. Donc, c'est en ça que je plaide, moi, pour plus de collaboration. Et ça se vérifie pas qu'entre entreprises. Ça se vérifie, plusieurs chambres de commerce pourraient collaborer. Parfois, ne collaborent pas et préfèrent mourir de leur belle mort, entre guillemets. Il n'y a plus d'employés dans telle chambre de commerce, telle chambre de commerce. Mais pourquoi on ne regroupe pas un peu ses forces ? Parce qu'à un moment, sinon, il n'y aura plus du tout de support. Et moi, je plaide pour qu'il y ait toujours des chambres de commerce. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des bénévoles, il faut qu'il y ait aussi des employés. Donc, collaborons. Absolument. Et ça peut être les villes, ça peut être... voilà. Donc, il y a les CSR. Il y a quelque chose qui... On voit ça dernièrement, dans les dernières années, où il y a des regroupements entre villages et tout ça. Là, par exemple, moi, je viens du Haut-Madawaska, je viens du lac Baker, qui était un village. Toute ma jeunesse, c'était le lac Baker seulement. Là, c'est jumelé avec le Haut-Madawaska, donc c'est devenu une ville. Puis ça, je trouve que c'est positif dans le sens surtout culturel ou de collaboration, justement, parce que ça enlève un petit peu la guerre de clocher. Là. Ça enlève un petit peu le... Ah, maintenant, moi, je suis du lac Baker, je viens pas de Claire. Fait que, tu sais... À ça, on vient tous de la même ville, on est tous ensemble. Puis même que j'ai l'impression que dans le nord-ouest, il y a un peu cette mentalité-là, ou du moins j'aime voir ça comme ça, ou que c'est pas nécessairement Edmundston, puis Rivière-Verte, puis Saint-François, c'est le nord-ouest. T'sais, même jusqu'à Saint-Quentin, je sais pas si Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin y est. Fait que toute cette communauté-là, puis on le voit, là, j'en parlais dans les podcasts numéro 2 ou 3 avec Jimmy Lee, puis Jimmy Lee Thibault, là, qui lui vient de Saint-Quentin, puis il disait, moi quand j'étais jeune, il y avait vraiment comme une genre de rivalité entre Edmundston et Saint-Quentin, puis aujourd'hui c'est moins le cas. Je pense que c'est bénéfique parce que... C'est très bénéfique. Moi je suis absolument convaincu, voilà, que c'est la bonne démarche. De toute façon, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé en France, il y a 25 ans, à peu près, on a créé l'intercommunalité. On a appelé ça l'intercommunalité en France. C'est la même démarche que ce qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick avec les commissions de services régionaux.
Et au début, c'était épouvantable. Personne ne voulait le faire. Mais pourquoi? Moi, je me mettrais avec lui, mais non, mais nous, on est rivaux. C'est normal, c'est humain, c'est le premier réflexe. Et puis finalement, ça s'est mis en place tranquillement, année après année. Au début, l'État a incité à se regrouper, il fait des incitations financières, puis ensuite, les derniers qui n'étaient pas regroupés, ils ont dit bon, maintenant ça suffit, on arrête de jouer, vous rentrez par obligation. Voilà. Et tout le territoire a été structuré comme ça par des CSR, si je prends le même nom, dans tout le territoire. Et ça marche mieux en fait, parce qu'on a fait remonter les enjeux d'un cran et on mutualise, on fait des économies d'échelle, c'est beaucoup mieux. Ça n'empêche pas de garder une identité locale. Et il faut toujours qu'elle persiste. Oui. Et ça, moi, ça, j'y tiens. Il ne faut pas effacer les identités locales, surtout pas. Et ça va jusqu'à les noms de villages. Voilà, c'est très important. Mais on peut faire plus de choses à plus grande échelle. On peut résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre à l'échelle ultra-locale. Je prends l'exemple du transport. Dans le Nord-Ouest, ben voilà, je sais qu'il y a des solutions qui ont été développées en transport. Et je crois savoir que ça va continuer dans le bon sens. Donc, à étendre et à connecter des villes il n'y avait pas de transport en commun avant. Donc voilà, ça c'est un exemple très positif de ce que peut faire la mutualisation et le regroupement. Absolument. Puis parlant d'identité locale, on entre dans le segment Braillon du podcast. Donc j'ai une question ou deux par rapport à ça, par rapport à la culture brayonne. Qu'est-ce que tu connais des Brayons? Wow. Alors ça c'est une question difficile parce que moi, quand je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, j'ai découvert la culture acadienne. Ouais. Et pour moi, le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie. Donc, je ne savais pas qu'il existait la culture brayonne. Mais dès que je suis arrivé à Edmundston, je l'ai su. Parce que j'ai croisé du monde, j'ai discuté. Et puis, on dit, moi, je suis brayon. Pas acadien? Alors, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, certains se revendiquent aussi acadiens, certains brayons seulement. Et puis, ce que j'ai cru, ce que j'ai compris à travers cela, c'est qu'on est dans une région particulière qui est un peu à la frontière entre différentes cultures, communautés, le Québec, les États-Unis, le Nouveau-Brunswick, l'Acadie. Et puis, même, il y avait aussi les anglophones, on peut dire peut-être les Écossais, les Anglais, Irlandais, je ne sais pas. Mais en tout cas, et les autochtones. Donc, ça a créé une sorte de brassage. Et je pense que c'est ça, les Brayons. Voilà. C'est ça la vision que j'en ai, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même une très bonne définition pour quelqu'un qui est français, qui arrive ici ça fait juste 4-5 ans. Là, c'est ça. C'est super bon. Il y avait une foire brayonne aussi, c'est ça que je sais. Pendant de nombreuses années, malheureusement, il n'existe plus, mais je pense que c'est très important de ne pas oublier cette identité brayonne. Absolument. Même si... je sais qu'il y a eu le Congrès mondial acadien et que Edmundston a accueilli cet événement et c'est très bien pour la culture acadienne, mais il ne faut jamais renoncer à la culture brayonne parce que l'identité, c'est l'histoire. Il faut être fier de ça et on peut s'imbriquer, on est imbriqué dans différentes identités. Moi-même, j'ai des identités multiples. On l'a dit, je viens de Marseille, je suis provençal, alpin aussi, parce que voilà, c'est cette région de la France, du sud de la France, qui inclut ça. Et puis, je me sens aussi français, je me sens européen. Et maintenant, je me sens acadien aussi, parce que j'arrive en Acadie. Donc et on a des identités multiples, et c'est bon, c'est pas opposé. Oui, absolument. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est une des raisons, justement, pourquoi il y a... en fait, c'est la raison pourquoi je fais ce segment-là. Je pense que, surtout que dernièrement, depuis que la foire brayonne s'est éteinte, on va dire ça comme ça, il y a une petite crise identitaire au niveau des Brayons. On en reparle un petit peu moins, puis je pense que c'est important d'en parler, puis c'est exactement pour ça que je fais ce segment-là. Je trouve ça super important. Puis d'un point de vue plus large, étant donné que tu es plus familier avec le Nouveau-Brunswick en général que les Brayons spécifiquement, ça a été quoi le plus gros choc culturel que tu as vécu quand tu es arrivé à Miramichi? Wow. Ça, c'est une bonne question. Déjà, premièrement, ça a été que Miramichi, c'était anglophone. Et moi, je ne le savais pas vraiment. On m'a dit, non, tu verras, Nouveau-Brunswick, c'est bilingue. Il n'y a pas de souci. Ok, choc culturel, non, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Mais moi, je vais dire une chose, et c'est vraiment, je le pense vraiment, c'est les gens, la sympathie, l'accueil, la chaleur. C'est ça que j'ai aimé. Chez les Acadiens en particulier.
je le mentionne parce que je trouve les anglophones un peu plus distants. Ok. Voilà. Ok. Mais j'ai été super bien accueilli dans une communauté minoritaire doublement à Miramichi. Et ça m'a plu immédiatement. J'ai retrouvé un peu justement le caractère alpin, par exemple, le territoire dans lequel j'ai vécu 15 ans après Marseille. Dans les Alpes, territoire rural, beaucoup de petites entreprises familiales, petites communautés. Et voilà, ça, c'est un choc culturel quand même parce que c'est de découvrir qu'il y a une toute autre culture qui s'est développée, qui a les mêmes racines françaises, mais qui s'est développée avec sa propre orientation, sa propre culture, finalement. Ouais, c'est une autre culture, avec des références communes quand même, donc c'était génial. Mais découvrir tout ce monde-là, découvrir le 15 août, découvrir la fête de l'Acadie, découvrir qu'il y avait un hymne, un drapeau, toutes ces choses. Ça, je le savais quand même. J'avais un petit aperçu depuis la France, mais elle n'était pas assez développée, ma connaissance de l'Acadie. Donc, et cette fierté, ça, c'est ça qui m'a le plus étonné. J'ai dit, waouh, on a des francophones qui habitent là, qui sont presque plus fiers que les Français d'être Français, quoi. Enfin, bon, les Français sont fiers d'être Français, mais les Acadiens et du coup les Bryons aussi, ben il y a une fierté et une revendication, un sentiment d'appartenance, de fort et de dire on veut pas se laisser abattre. Oui, on est minoritaire, mais on va continuer. Et l'histoire le démontre. Hein, le grand dérangement, toutes ces choses-là qui ont eu lieu en 1755, et puis la résilience dont a fait preuve le peuple acadien, et aussi la façon dont ça a été quand même possible de s'entendre avec les autres communautés. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Parce que j'ai été aussi en développement communautaire, et j'ai été surpris agréablement. J'ai dit, mais quand même, ça cohabite bien quand même. Et je suis à Miramichi. Et malgré tout, même à Miramichi, on pourrait se dire, mais ça cohabite pas bien à Miramichi. Eh si, malgré tout, ça cohabite. Il y a des descendants irlandais, écossais, il y a 3 communautés autochtones, il y a des Acadiens, et il y a des nouveaux arrivants. Et je trouve que ça vit bien, quoi. Donc moi, ça m'a quand même fait un choc et agréable. Voilà, je dirais. Donc, ça m'a plu. J'ai 3 questions en rafale. Allez-y, c'est parti. Tu peux seulement répondre par oui ou non. Ok. Sans élaborer. Ah, c'est dur pour moi, ça. Mais tu auras la chance d'élaborer après. Ok. La croissance est plus difficile pour les entreprises francophones que pour les entreprises anglophones au Nouveau-Brunswick. Oui. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est un compétiteur des chambres de commerce. Non. La culture entrepreneuriale au Nord-Ouest se démarque dans la province du NB. Oui. Ah oui? J'ai pas le droit d'élaborer, donc... OK, la croissance est plus difficile pour les francophones? Bon, en entreprise? J'ai ce sentiment-là pour plusieurs raisons, mais en fait, c'est lié peut-être à l'éloignement de certains centres décisionnels, par exemple du sud de la province, et donc de certaines ressources et de certains dispositifs, programmes, aides, qui font que je ne sais pas si c'est dû à cet éloignement-là, une méconnaissance, ou si c'est dû à un mindset. Je ne sais pas. Mais je vois des contre-exemples aussi. Je vois des entreprises qui se développent incroyablement chez les francophones. Donc, je ne peux pas faire une généralité de ça. Ouais, non. Mais si je devais quand même trancher, voilà, je dirais quand même oui, parce que il y a un côté... c'est quand même plus difficile, malgré tout. Admettons, quelqu'un qui est unilingue francophone et qui vit dans la péninsule acadienne. Ben, il y a plus de mal à traiter avec plus de clients. Un anglophone, il y a plus de masse. Donc, c'est plus simple. Ouais. Et donc, pour cette raison-là, il y a un marché, purement et simplement, plus simple pour se développer. Ouais. Quelqu'un qui va avoir le bilinguisme, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, de nos membres et des francophones qui ont aussi le bilinguisme, moi, je crois que c'est un atout. Parce qu'on peut se développer plus fort, plus vite en travaillant aussi avec des anglophones. Et d'ailleurs,
beaucoup de nos entreprises le font. Dans leur chaîne de valeur, elles ont des entreprises anglophones, comme que ce soit des fournisseurs, des clients. Et c'est une bonne chose. Donc, il ne faut pas être fermé. Mais voilà, il y a cette double dimension où je pense que, voilà, notamment dans le nord de la province, parce qu'il y a quand même des entreprises aussi francophones dans le sud, que ce soit dans la région du sud-ouest ou du sud-est, qui sont proches de Moncton, de Fredericton, et peuvent avoir plus accès. Mais sinon, c'est peut-être qu'elles vont être plus petites. Voilà. Elles vont avoir tendance à rester à plus petite échelle, alors que elles ont du potentiel, mais justement, elles ne trouvent pas les ressources humaines pour le faire ou les financements, donc ça les freine à se développer. Mais encore une fois, je connais des contre-exemples. Et même la AGB Product qui a gagné hier, ils sont dans une croissance incroyable. Dans la dernière année, ils ont doublé leurs effectifs et ils vont continuer à le faire. Donc c'est possible aussi. Mais voilà, dépendant des secteurs et en général, il faut surmonter des freins plus importants pour les francophones, je trouve, dans cette province. Et le Conseil économique n'est pas un compétiteur des chambres de commerce, mais on l'a parlé un petit peu tantôt, justement. Là, tu disais, bon, c'est important pour une entreprise de commencer par les chambres de commerce. C'est complémentaire, c'est ça? Complémentaire, absolument. C'est sûr qu'une chambre de commerce, c'est l'échelon de proximité. Donc, nous, le Conseil économique, on n'a pas cette même vocation. On ne va pas remplacer la proximité. On fait des événements dans toute la province, bien sûr, mais c'est je veux dire, pas aussi fréquent qu'une chambre de commerce pourrait le faire. Moi-même, j'ai beaucoup participé à aider la chambre de commerce de Rogersville, par exemple, qui est à côté pas loin de Miramichi, parce que le Carrefour Beau Soleil m'avait donné cette possibilité et on a organisé un certain nombre d'événements. Mais la chambre de commerce n'avait pas d'employés et n'avait aussi un petit essoufflement des bénévoles aussi dans le conseil d'administration, parce que ça fonctionne comme ça. Et voilà. Alors, moi, je crois qu'il faut absolument que les chambres de commerce continuent à proposer des événements de proximité à leurs membres. Ils peuvent proposer des avantages, ils peuvent proposer différentes choses. Lorsque c'est possible, un gala annuel, mettre en valeur, voilà. C'est très important. Mais, comme je le disais, ça peut ne pas suffire lorsqu'une entreprise veut se développer à plus vaste échelle. Donc, c'est là que le conseil économique apporte une valeur ajoutée, pour moi. Et nous, on travaille avec nos chambres. Les chambres de commerce, la plupart sont membres aussi du conseil économique. Donc, et même nous adhérons à certaines. Les plus grosses, les urbaines, parce que nous devons être présents à Fredericton, Moncton, par exemple. Absolument. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on se rapproche encore plus. Il a existé une coalition des chambres de commerce francophones par le passé. Justement, le REDE, le réseau développement économique et employabilité, gérait un peu ça. Et à travers les tables de concertation régionales, je veux réactiver ça. Voilà, il y a des régions où malheureusement, il n'y a plus d'employés du tout en chambre de commerce. La chambre de commerce, c'est là, mais n'est plus là. Donc, comment on peut faire? Et je me demande en fait si le conseil économique pourrait jouer un rôle pour aider quelque part à remettre un pied à l'étrier, peut-être organiser un événement ou deux dans ces régions. En cela, on pourrait être encore plus complémentaires, mais on ne pourra pas faire à leur place et il ne faut pas. C'est vraiment deux rôles distincts. Ouais. Et tu me dis que la culture entrepreneuriale du Nord-Ouest se démarque dans la province. Comment? Mais déjà, je voulais dire un mot. La chambre de commerce d'Edmundston est particulièrement dynamique. Il y a aussi la chambre de commerce de la Vallée que j'ai rencontrée hier, mais je connaissais Gilles Beaulieu. Et puis je sais qu'il y a une chambre de commerce dans le Madawaska aussi. Donc ça, c'est très bien. Vous avez une dynamique à ce titre-là dans la région du Nord-Ouest et il faut que ça continue. Donc ça se démarque par un certain dynamisme justement pour moi, la région du Nord-Ouest. Il y a notamment de très belles entreprises manufacturières. Je trouve que c'est une région... Alors, est-ce que c'est la proximité avec le Québec qui favorise cela? Est-ce que c'est l'histoire, la culture? Je n'ai pas l'explication, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des entreprises incroyables. Vous les connaissez mieux que moi, mais on a des membres comme l'entreprise avicole Nadeau Poultry, on a AGB Product, on a le groupe Savoie à Saint-Quentin qui sont des très belles entreprises, et puis on a le groupe Go qui est justement avec
Marco Gagnon, qui est membre de notre conseil d'administration, qui se trouve à Grand-Sault. Voilà. Il y a on est dans une culture, je pense, productive. C'est très important de garder un tissu productif. Parce que on pourrait dire demain, tout le Nouveau-Brunswick devient touristique, par exemple, et puis on bascule tous dans une économie de tourisme. C'est pas la même chose. Je pense que c'est très important de garder un tissu industriel et productif. Et voilà, à Edmundston, il y a bien sûr les papetières. Et bien sûr, et il faut que ça continue parce que ça draine tout un écosystème autour. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'accompagner une entreprise quand j'étais en développement durable. C'est l'entreprise Coruven à Edmundston qui sont aussi impressionnants, je veux dire, dans un secteur particulier. Je suis allé, il y a Atlantic Star Uniform aussi, qui est ici à Edmundston, qui fabrique des vêtements de travail et qui les vend partout. On a une entreprise dans la menuiserie avec... on a une diversité. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres régions, mais on ne trouve pas autant que dans le Nord-Ouest. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment un tissu industriel et c'est ce qui fait une spécificité pour moi. Et j'aimerais franchement m'appuyer encore plus sur nos liens avec la Chambre de commerce et les acteurs locaux, la CSR et puis Travail Nouveau-Brunswick. On fait déjà beaucoup de choses ensemble et j'aimerais qu'on renforce encore ça avec les entrepreneurs locaux parce que je pense que ça pourrait inspirer même d'autres régions, ce qui se fait ici. Et voilà ce que je pouvais dire. Dynamique, belle région et bravo, continuez les entrepreneurs. Absolument. Puis tu sais, je pense que, en fait, je sais que on est 2,7 fois plus inscrits à la Chambre de commerce que la moyenne au Nouveau-Brunswick. Ben voilà. Je n'avais pas ce chiffre, mais je ne suis pas surpris. Ouais, fait qu'à Edmundston, il y a vraiment je sais pas si c'est... Moi, je pense que c'est une question de culture aussi entrepreneuriale. Je pense qu'il y a beaucoup de collaboration déjà. Je pense que on aime s'encourager. Je le dis tout le temps dans le podcast. Là, je parle tout le temps de ça. Là, mais tu sais, quand j'ai commencé, puis j'ai commencé à démontrer l'intérêt à bâtir mon entreprise, puis je me suis lancé, en fait. Là, j'ai commencé à poser des questions un peu à différents entrepreneurs. Puis c'est toujours bien reçu. C'est toujours... positif. Toujours positif. Ils vont toujours être encourageants. Tu sais, puis ils vont des fois... mettre de l'effort eux-mêmes pour aider les autres, pour m'aider dans mon cas, tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Je pense que c'est super bon. Puis il faut garder ça, il faut continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir c'est moi. Franchement, c'était super agréable comme discussion et j'espère que ça a apporté, ça pourra intéresser les auditeurs. Oui, absolument. Puis moi, j'ai beaucoup appris sur justement, c'est qu'est-ce que vous faites, puis plus spécifiquement, c'est quoi la mission, où vous voulez aller en tant que conseil économique, puis le lien avec le gouvernement, ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Puis, fait que voilà, super intéressant. Merci beaucoup. Merci, Samuel.